Merci Monsieur le Président de séance, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les directeurs et Madame l'ambassadrice. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir cette occasion de venir en Andorre et de venir parler de ce sujet de la sécurité numérique. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme on l'a indiqué, vous avez tous, toutes, un téléphone dans votre poche, ou en tout cas pas très loin. Vous avez consommé certainement un peu de numérique aujourd'hui avec un ordinateur, avec une tablette, et vous avez peut-être regardé votre compte bancaire, envoyé des messages, travaillé, créé, inventé, et à chaque fois, vous êtes passé par le support numérique, et c'est une information à valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle va souvent intéresser un public très nombreux, qui peuvent être des États, des entreprises, des organisations criminelles, des particuliers. Et tout le jeu, si j'ose dire, de la sécurité numérique, c'est de comprendre justement quel est cet environnement qui nous est très familier parce que nous l'utilisons de manière permanente, quotidienne, et le fait qu'au même niveau qu'il y a une créativité dans les usages positifs, les usages constructifs, effectivement, l'activité criminelle a connu une déclinaison numérique. On parle souvent, vous connaissez le commerce, a évolué avec les e-commerçants, la possibilité de vendre et d'accéder à de la musique a évolué, également les criminels ont adapté et adopter le chemin de la modernité par l'appropriation de cette sécurité numérique ou de cette insécurité numérique. Pour commencer, justement, la première séquence, c'était un des éléments qu'il faut garder à l'esprit, qui est que, avant, une entreprise, un particulier, pouvait dire ma localisation géographique, mon domaine d'activité, ma taille me protège. Pourquoi? Parce que je connais mon écosystème, je connais les gens avec qui je travaille, les gens avec qui j'évolue, et donc je n'ai pas d'ennemis, parce que je n'ai pas d'activité qui pose problème à quiconque. Ce que va permettre de faire le numérique, c'est justement de considérer que dès lors que vous êtes connecté au système, vous avez une connexion numérique, dès lors que vous avez des informations qui ont été numérisées, vous pouvez faire l'objet d'interception ou d'attaque. C'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir éventuellement s'approprier cette information, la dupliquer, la prendre, la ramener chez lui, ou en tout cas pouvoir la consulter, va éventuellement pouvoir créer des dysfonctionnements dans des systèmes qui sont irrigués par de l'informatique. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à automatiser, là où avant il pouvait y avoir un individu qui effectuait une tâche, on a mis un système électronique pour réaliser accomplir cette fonction. Simplement, historiquement, quand cette informatique a été mise dans l'organisation, on a cherché la baisse des coûts, on a cherché la rapidité, on a cherché l'interopérabilité, ça veut dire que les machines puissent se parler entre elles, parce qu'évidemment, si chacun parlait un langage différent, ça limiterait les gains de productivité. Et donc, on va avoir cette ouverture et cette présence partout dans des organisations très différentes, mais qui vont avoir des techniques en commun. Et ce qui fait que ça peut constituer des vecteurs de contamination, et là on peut vraiment faire l'analogie avec le monde médical, pour ça d'ailleurs qu'on parle de virus, qui ont la capacité à naviguer dans des environnements qui correspondent à leurs conditions d'épanouissement. Et donc vous avez une actualité, même si vous ne suivez pas l'actualité politique, vous avez suivi au moment des élections, on peut capter des emails, des messages échangés entre des gens. Soit pour les connaître, un peu comme si on jouait aux cartes et qu'on avait l'occasion de lire le jeu de son adversaire, voire éventuellement pour les rendre publics, en disant « Vous voyez, ils se sont dit ceci, ils ont échangé sur cela, ils se sont promis autre chose. » Et donc d'essayer d'influer sur une activité très physique, qui est une élection, à partir d'une information volée, piratée sur Internet. Effectivement, cette information, on l'a vu dans le domaine électoral, évidemment dans le domaine économique,
là où le fait de détenir une information est un élément différenciateur. Ça permet à des entreprises éventuellement de rattraper leur retard ou au contraire d'essayer de conserver une avance si elles récupèrent des innovations préparées par d'autres et pour essayer d'enrichir leurs connaissances et leur savoir-faire. Et on va s'apercevoir que, effectivement, le numérique va permettre de travailler sans être limité par les problématiques de frontières, les problématiques de distance. Avant, si vous souhaitiez attaquer une banque, il fallait vous déplacer physiquement dans une agence bancaire. Ça prenait une partie de votre journée de solliciter le banquier et donc de lui demander de vous remettre les fonds. Après, il fallait repartir et donc c'était, a priori, si vous étiez tout seul, vous ne pouviez faire qu'une banque par jour, le temps de mener votre opération de vol. Il est évident qu'avec le numérique, on va pouvoir industrialiser, passer au stade justement de grande ampleur pour des attaques qui pourront se passer à grande distance et surtout de manière totalement automatisée. Et si j'ai pris dans les exemples qui sont là, alors évidemment, ce qui a une information, quand vous avez un site qui est spécialisé dans les rencontres extra-conjugales, si vous piratez ces informations, elles peuvent avoir une valeur pour, et on l'a vu, des opérations de chantage, des opérations d'extorsion. Ensuite, on a des informations qui ont une valeur économique avec les fiches détaillées sur les réseaux sociaux professionnels où les gens effectivement dévoilent un certain nombre d'informations quant aux projets qu'ils conduisent, aux connexions qui sont les leurs et aux projets sur lesquels ils ont collaboré. Et le fait également, lorsque vous piratez un système de messagerie comme Yahoo, regardez, imaginez toutes les informations qui circulent par votre mail, quand vous obtenez un nouveau mot de passe, quand vous menez des discussions, des négociations avec une administration, avec un établissement bancaire, lorsque vous vous épanchez de manière sentimentale avec votre partenaire, ça peut également se trouver. Et donc à partir du moment où vous avez accès au système de messagerie, surtout quand le mail va servir éventuellement comme point de contact pour d'autres comptes, vous savez, pour avoir le nouveau mot de passe, etc., effectivement, vous voyez qu'on va pouvoir, en attaquant un domaine, celui de la messagerie, avoir accès éventuellement à vos données bancaires ou à d'autres comptes qui pourraient paraître davantage protégés. Et donc, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas un domaine de l'activité qui ne soit pas concerné à un moment ou à un autre par la numérisation de l'information, et également par le fait qu'il peut servir de vecteur de contamination, d'infection pour essayer de prendre le contrôle d'une information. La particularité, c'est que lorsque on parle de pirates, il faut garder à l'esprit que c'est une activité qui est répréhensible, évidemment quand elle est à des fins illicites, des fins crapuleuses, mais c'est un état d'esprit qui est également très particulier, très constructif. Prenons l'exemple de la voiture connectée. Vous avez la voiture autonome, vous savez, cette voiture, un véhicule qui pourrait circuler tout seul en ayant conscience de son environnement, sans chauffeur, pouvoir se déplacer. Juste cette illustration pour montrer et vous faire toucher du doigt ce que doit être l'esprit du pirate. C'est quelqu'un à qui, lorsque l'on présente une maison, va se dire comment je peux faire pour y rentrer sans me faire prendre, en étant éventuellement le plus discret possible pour ne pas éveiller l'attention du propriétaire. Lorsqu'on lui montre un outil technologique comme la voiture autonome, c'est comment est-ce que je pourrais faire pour prendre le contrôle de ce véhicule intelligent dans lequel il y a eu beaucoup d'investissements en recherche, en développement, beaucoup de matières grises. Et l'exemple de la craie, c'est quelqu'un qui s'est dit, en fait, c'est pas très compliqué pour stopper une voiture autonome. Il faut prendre, par exemple, sur un parking, une voiture autonome, et vous dessinez à la craie une ligne continue. Cette voiture est programmée pour respecter le code de la route. À partir du moment où vous respectez, à chaque fois que le capteur va tourner, puisqu'elle a des capteurs à 360 degrés, elle va voir une ligne continue, elle ne bougera pas. Vous avez piraté une voiture autonome qui est un bijou de technologie.
Et donc on voit bien que dans l'état d'esprit, à chaque fois, ça va être de se poser la question, de se dire que le pirate n'est pas quelqu'un qui a forcément la prétention de faire quelque chose de très élaboré, il a intérêt à faire quelque chose qui marche. J'allais dire qu'il soit rentable. Rentable parce que vous obtenez gain de cause, le ticket d'entrée, c'est pas très cher, c'est un bâton de craie, vous obtenez un résultat, et après la question c'est de dire comment est-ce que vous pouvez le monétiser. Alors vous allez vous dire comment est-ce qu'on le fait? Bah oui, mais par exemple si vous avez une flotte de voitures qui est gérée à distance, le gestionnaire de cette flotte de voitures a fait en sorte justement de ne pas avoir de technicien. Et là, vous voyez que la voiture est immobilisée. Avant de comprendre pourquoi la voiture est immobilisée, vous voyez que vous arrivez à créer un peu de dysfonctionnement. Et donc, on va toujours être dans une espèce de tension entre ceux qui vont créer des services, créer des outils, et ceux qui vont essayer de les contourner. Alors, on a un peu passé l'époque des années 1980-2000 où il y avait la performance, le beau geste, de dire voilà, je suis rentré dans les ordinateurs de la NASA aux États-Unis, j'ai réussi à faire cette chose-là. Maintenant, on est quand même, il faut le reconnaître, davantage dans une phase crapuleuse, dans une ambition politique, avec la volonté de faire parler une cause, ou en tout cas de vendre et de monnayer un savoir-faire. Il n'empêche que la mentalité du numérique va être à chaque fois de se dire, de la part du pirate, et c'est là où on peut utiliser le terme de hacker, qui est un terme qui n'est pas par nature malveillant, c'est quelqu'un qui a cet état d'esprit de se dire comment je peux entrer dans le système pour le modifier, et pourquoi pas d'ailleurs au final l'améliorer. En fait, les organisations dans lesquelles nous vivons, alors en tant que salariés, en tant qu'agents de l'État, en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens, vivent un mouvement qui est triple. La première chose, c'est que vous avez la nécessité, pour gagner en productivité, pour gagner justement en rentabilité, pour gagner en fluidité, de numériser les processus, la manière de fabriquer, la manière de produire, la manière de commercialiser, la manière de répondre aux clients, ou en tout cas au marché, la manière de produire de la connaissance. C'est une dynamique, pourquoi? Parce que les différents acteurs le font, et si l'entreprise ne prend pas cette démarche-là, bah, elle va se retrouver ringardisée, pénalisée par rapport à ses concurrents. Donc c'est une pression que subissent les organisations d'avoir cette numérisation. Deuxième tendance, qui est effectivement que vous avez un contexte réglementaire, la loi. La loi dit très bien, et je parle, vous n'êtes pas, Andorre n'est pas membre de l'Union européenne, mais vous avez un grand voisin européen qui structure un peu un certain nombre de pans de l'activité économique, donc voyons ce qu'il fait dans ce domaine, et vous avez des textes, soit dans les pays indépendamment, soit à l'échelle des 28, et pareil aux États-Unis, pareil même dans une autre mesure en Chine ou en Russie ou en Inde, des textes qui vont dire, bon, on voit bien cette bascule de l'activité numérique, il faut l'encadrer. L'encadrer sur le niveau de sécurité d'un certain nombre de services critiques. Critiques, transport, la production d'eau, de l'énergie, les systèmes bancaires, les choses qui font que, on parle en France d'opérateurs d'importance vitale. Les textes européens parlent d'opérateurs essentiels, de services essentiels, c'est-à-dire ce sont des services qui, s'ils devaient être en difficulté, mettraient en péril la collectivité nationale. Et donc vous voyez bien que la réglementation, et notamment la réglementation sur la valeur et la protection des données personnelles, viennent imposer aux entreprises, aux administrations, à tous ceux qui, comme une association va gérer des données personnelles, de pouvoir montrer qu'elles ont mis en œuvre des outils de protection, commencer à sécuriser ces actifs. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a de la valeur dans ces informations-là. Et donc, il va falloir consacrer de l'argent, consacrer des ressources à assurer cette sécurité. Et d'autant plus que, comme je l'évoquais tout à l'heure, de la même manière que les entreprises, les administrations se modernisent, se numérisent, bah, les criminels ont fait pareil, c'est-à-dire que là où avant il fallait avoir une bande
de personnes pour mener une attaque, bon bah là, effectivement, on a numérisé, on peut réduire le nombre, on peut le faire à partir d'un seul ordinateur, et donc on va s'apercevoir que les attaques vont devenir, ce que je vais vous montrer n'a pas vocation, c'est juste à des fins d'illustration, évidemment, c'est pas un encouragement, mais de manière à ce qu'on parle du sujet de manière un peu concrète. En tout cas, il y a de ce qu'on appelle le crime as a service, c'est-à-dire que des gens vont vous proposer leur service pour mener une attaque. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on commence à voir des collégiens, c'est-à-dire des enfants qui ont 13, 14 ans, qui ont des doutes quant à le niveau du bulletin de notes qu'ils vont avoir à la fin du trimestre, et donc essayent de commandent sur Internet une attaque de l'informatique de leur collège pour modifier les notes ou en tout cas empêcher la publication du bulletin. Ça, nous avons des cas assez conséquents dans ce cas-là. Pareil dans des universités, et pas des universités d'informatique, des universités, là j'ai en tête une étudiante en psychologie qui effectivement avait une inquiétude en Bretagne quant à sa note et qui, alors il s'avère qu'elle a convaincu un jeune homme, c'est pas elle qui a fait l'attaque, mais de le faire, et bon, par enthousiasme, il lui a juste mis les meilleures notes, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée majeure de sa promotion, mais s'il n'avait pas commis par enthousiasme cette nouvelle notation, il lui aurait mis une note moyenne, l'université n'aurait pas vu le fait que, effectivement, ce piratage était intervenu. Et donc, on voit, et j'ose pas utiliser le mot de démocratisation, mais une consumérisation de ces outils. Et ça, c'est très net en termes d'observation, en termes d'attaque. Il n'y a plus de barrière financière et pas de barrière technique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être un connaisseur ou une connaisseuse de la technique pour utiliser l'outil, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors effectivement, la première des attaques, en quelque sorte, va être ce qu'on va appeler les attaques informationnelles. Je vais essayer de collecter des informations sur vous de manière à pouvoir éventuellement usurper votre identité pour me faire passer pour vous auprès de tiers qui, eux, pourront peut-être, croyant qu'ils ont affaire à quelqu'un d'honnête et de légitime, avoir éventuellement, je pourrais récupérer des informations ou faire en sorte éventuellement de tirer un avantage de cela. Et il s'avère qu'au fur et à mesure que ces sites sont remplis, vous avez toutes les dimensions de la vie de l'individu. Vous avez ses loisirs, vous avez sa vie sentimentale, vous avez sa vie professionnelle, vous avez éventuellement sa jeunesse, s'il y a des sites qui sont particulièrement consacrés aux années d'école, et on va s'apercevoir que si vous recherchez les individus et croisez cette information, vous avez des photographies qui relèvent quasiment de services de renseignement de régime autoritaire. Et ce vecteur va être utilisé, alors aujourd'hui il y a prescription, mais lorsque en 2012, entre les deux tours de l'élection présidentielle française, le système de messagerie de la présidence de la République française a été piraté, les pirates, alors sans trahir de secret, on peut le dire, puisqu'ils ont admis que c'était eux, ce sont nos alliés américains qui ont fait le coup, mais l'idée c'était de dire qu'ils sont passés par le compte Facebook d'un collaborateur du président de la République, alors qui avait commis l'erreur, pour ne pas dire la faute, d'avoir sur son ordinateur à la fois l'accès à son compte Facebook et à la fois l'accès au réseau de messagerie de la présidence. Et donc il a cru, on lui a envoyé un message par Facebook, et il s'avère que ça a permis d'infecter l'ordinateur et faire en sorte que la fois suivante, quand il s'est connecté au système de messagerie du palais présidentiel, effectivement, l'identifiant et le mot de passe sont apparus en clair pour le pirate, et ça a permis de rentrer dans le système. On n'a pas agressé la personne, on a fait en sorte, en utilisant justement sa présence sur les réseaux sociaux, pour l'utiliser comme vecteur de contamination. En fait, la difficulté avec cette cybersécurité, c'est que si vous sortez, alors pas en Andorre bien sûr, mais imaginons dans un autre pays, vous sortez dans la rue, quelqu'un vous menace avec un revolver, déjà vous êtes tout à fait conscient que vous faites l'objet d'une attaque, ensuite vous savez quand cette attaque a débuté, vous savez ce que ce monsieur, partons de l'idée que c'est un monsieur, vous a pris, il vous a pris votre portefeuille dans lequel il y a une carte d'identité, votre carte Visa
et 50 €. Quand ce monsieur s'en va avec votre portefeuille, vous savez quand se termine votre agression, il est parti, et vous êtes capable de mesurer votre préjudice, votre carte d'identité, vos 50 €, votre carte Visa, et vous êtes, une fois passé l'émotion, capable de mettre en place des mesures de remédiation. Comment je fais une copie, une duplicata de ma carte d'identité, comment j'annule ma carte Visa et j'en fais faire une autre, et puis mon préjudice matériel, mes 50 € qui, eux, sont perdus. Et après, vous pouvez vous reconstruire en essayant, justement, une fois que cette action que vous avez subie, vous l'avez bien cernée. Dans le domaine du numérique, si vous n'avez pas mis en place des outils vous permettant de savoir que vous avez fait l'objet d'une attaque, la cible que vous êtes peut tout à fait ignorer son statut de victime. Ça veut dire que vous ne savez pas que vous avez fait l'objet d'une attaque. Alors, vous allez me dire, vous vivez d'autant plus heureux que vous êtes dans l'ignorance. Oui, certes, mais vous voyez bien que ce n'est pas totalement satisfaisant comme démarche, parce que ça veut bien dire que c'est un peu comme si quelqu'un prenait 3, 4 € sur votre compte bancaire. Alors évidemment, si vous pointez tous les jours vos comptes, vous saurez qu'il vous manque 3 €. Si vous faites ça dans les grands volumes, 3 €, vous ne le verrez pas. Parce que ça, a priori, pour la majorité des gens, ça n'altérera pas votre équilibre économique. Ce qui fait que quelqu'un qui va prendre 3 € à des milliers de gens risque beaucoup moins de faire l'objet de poursuites que quelqu'un qui va prendre 50 000 € à une personne. Et donc vous voyez, je reviens à notre idée, le pirate va se dire, en fait, moi quand je mène une attaque, que je prends que de l'argent, en quelque sorte, il vaut mieux que je vise beaucoup de gens sur des petits volumes. Pourquoi? Parce que, imaginons même que vous ayez trouvé qu'on vous avait volé 3 €. Alors, l'administration Andorane est très bien faite, donc j'imagine que déposer plainte c'est très simple et que ça ne prend pas de temps et que les horaires d'ouverture sont très larges et donc ça peut se faire extrêmement facilement, mais dans d'autres pays ce n'est pas forcément le cas. Et donc vous pouvez concevoir que pour 3 €, aller au commissariat, faire les démarches, les papiers, tout ça, bon, ça vaut pas, tant pis. Vous êtes bien conscient que vous avez été volé. Mais à un moment, vous dites, bon, je vais faire attention si ça se reproduit, mais bon. Et donc, vous voyez bien que là, on est dans une relation qui est différente, c'est-à-dire qu'il y a le sentiment de sécurité qui est différent de l'état réel de sécurité. Alors, évidemment, avec un raisonnement comme ça, on a tout pour devenir paranoïaque, parce que vous dites, je n'ai pas mal, mais si ça se trouve, je vais mal. Donc évidemment, c'est assez perturbant, mais en tout cas, ça vous oblige à avoir cette exigence de se dire que, notamment dans le vol d'informations, je ne parle pas d'argent, imaginons que vous ayez élaboré la recette d'une pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes, qui fait la jalousie de tous vos concurrents. Si moi je suis un industriel de l'agroalimentaire, je rentre dans votre ordinateur, je vois la recette, je ne la vole pas, je la vois, je la laisse à sa place, mais je peux la récupérer. Vous voyez bien que je suis capable, alors que vous n'avez pas subi de retrait d'information, elle est toujours là, elle est toujours dans les serveurs, dans l'informatique légitime du propriétaire de cette recette. Simplement, je l'ai copiée et je vais pouvoir l'exploiter pour enfin réussir à faire une pâte à tartiner concurrente. Et donc, on voit bien qu'on est dans un univers où le fait, et on l'a vu dans un certain nombre de grands chantiers industriels, quand vous avez un grand hangar d'un pays de l'Orient où s'ouvre un nouvel avion et que des industriels se disent « tiens, cet avion, il ressemble un peu à mon avion ». Et simplement, je ne pensais pas qu'il serait aussi rapidement sur le marché. Effectivement, alors vous allez me dire, les règles de l'aérodynamisme sont les mêmes pour tout le monde et il est normal qu'on retrouve des cousinages dans les formes d'avions. Il peut y avoir aussi possiblement d'autres explications. On voit bien que l'information a une valeur parce qu'elle permet justement de, là aussi, comme je le disais, rattraper son retard ou conserver son avance. On est dans un univers qui est par essence international. Prenons l'exemple de ce qu'on va appeler une attaque en déni de service. Un site internet, vous y accédez, vous cliquez sur les différents onglets. Tout va très bien. Si on veut rendre inaccessible ce site internet, on va commander à beaucoup d'ordinateurs, qui peuvent être des ordinateurs de particuliers, d'entreprises, d'administration,
on va les infecter et on va leur donner un ordre. Le 5 septembre à 19 h, tu te connectes sur le site www. Imaginons un site de e-commerce. Si tous ces ordinateurs reçoivent le même ordre au même moment, le site internet de destination, alors évidemment, si vous avez un site de e-commerce comme Amazon, si vous voulez le faire tomber, ça demandera beaucoup plus et un grand nombre de connexions d'ordinateurs que si c'est un site d'une simple petite PME. Mais la démarche est la même. Et il s'avère que pour mener ces attaques, on va faire appel à des ordinateurs de gens qui sont techniquement complices, mais qui ignorent que leur ordinateur, à ce moment précis, participe à une de ces attaques. Pourquoi? Parce qu'en fait, un ordinateur, ça va être comme un cerveau gauche, un cerveau droit, et pendant que vous allez utiliser votre ordinateur, alors évidemment, vous allez vous plaindre du fait qu'il est un peu lent. Il est lent pourquoi? Parce qu'au même moment, il est en train d'obéir à deux ordres. Vos ordres à vous, qui est ce que vous êtes en train de faire avec votre ordinateur, mais la moitié de la puissance de calcul va être mobilisée par l'ordre qu'il a reçu suite à son infection d'aller se connecter à cet instant précis sur ce site internet. Et donc vous voyez que si la victime qui est en bas, alors on peut démultiplier aisément le nombre de couches horizontales et le nombre de couches verticales, mais si la victime qui est en bas voit arriver cette masse de connexions simultanées, et donc met son site est hors d'état d'être accessible, elle va éventuellement commencer à conduire des procédures en disant « mais voilà les ordinateurs qui sont venus se connecter à moi ». Le problème, c'est qu'ils sont dans différents pays. Il va falloir faire de la procédure judiciaire, de la coopération judiciaire. Il va falloir que les magistrats trouvent de l'intérêt à cette demande. Et c'est surtout qu'on va peut-être tomber sur des gens, et d'ailleurs dans la très 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 grande majorité des cas, qui ignorent totalement et qui absolument ne sont pas complices du fait que leur ordinateur ait participé à saturer un site de e-commerce, par exemple, ou un site gouvernemental, ou un site d'une association dans le cadre d'une campagne de propagande ou de contre-propagande. Et donc on voit bien qu'on est dans un univers qui est par essence et par nature international, mais surtout qui va impliquer des gens qui sont répartis sur des zones géographiques très très vastes. Je prenais l'exemple de cette opération de police qui est intervenue. Elle est intéressante parce qu'on voit que là où les pirates mettent assez peu de temps à créer des réseaux internationaux, les policiers, là c'est dans le cadre d'Europol, mettent eux des mois, des années à constituer des capacités d'opération. Pourquoi? Parce qu'on va être sur des volumes très importants. Là, dans cette opération, vous avez 170 personnes dans un premier temps, mais c'est surtout qu'on est sur une vingtaine de pays, en Europe, aux États-Unis avec le FBI, et surtout la nécessité de s'apercevoir que ce sont des centaines de banques qui faisaient l'objet de ces piratages à partir de cette bande de gens qui ne se connaissaient pas, étaient sur des territoires très différents, mais qui étaient capables de s'interconnecter pour voler de l'argent dans des banques à une très très grande échelle. Et donc on voit qu'on est sur des organisations qui deviennent très rapidement et très facilement internationales. Alors évidemment les banques qui sont des économies de plus en plus numérisées, c'est-à-dire des écrans. Et donc il faut avoir confiance dans ce qu'on voit sur l'écran pour concevoir que ça valorise, que ça représente de la richesse. Et donc, plutôt que de s'attaquer à une agence bancaire, on va s'attaquer à l'organisation SWIFT qui, elle, gère les paiements et les versements d'argent entre les banques. Pourquoi? Parce que là aussi, ça va compliquer le fait que la victime, une banque, dise « est-ce que c'est dans le cadre d'une transaction? Est-ce que c'est vraiment de l'argent que j'ai? Est-ce que c'est de l'argent qui ne va pas revenir? Est-ce que je sais bien quelles sont toutes les transactions auxquelles j'ai affaire ?» Simplement, c'est que dans une économie dématérialisée, on a confiance dans ce qu'on voit sur les écrans.
Et c'est vrai que la capacité de transférer des sommes colossales, avant qu'un voleur puisse aller dans une agence bancaire pour récupérer 80 millions d'euros, il faut vraiment que ce soit une très grosse agence bancaire. Et qu'il y a plein de... Et en plus, on va se retrouver avec des petites coupures, ça va être compliqué à gérer. Et là, on va s'apercevoir que des instances prestigieuses, des instances dotées de lourdes responsabilités, vont également faire l'objet de piratage. Pourquoi? Parce que le gain est à la hauteur justement des espérances par rapport à des opérations financières qui peuvent être conduites. Alors évidemment, c'est là où on arrive. Alors, ce n'est pas un privilège, c'est un indicateur lorsqu'on s'intéresse aux questions de sécurité et de police. C'est que les premières années où on a vu arriver dans un palmarès, alors qui est propre au milieu criminel, qui est les Most Wanted Criminals du FBI. Ça, c'est une reconnaissance, évidemment, dans le domaine criminel. Effectivement, de par le montant des vols qui pouvaient être commis, assez rapidement, si vous allez aujourd'hui sur le site internet du FBI, vous verrez des pirates informatiques sont dans la liste des Most Wanted Criminals, parce que, effectivement, par rapport à d'autres activités crapuleuses. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de la banque JP Morgan, donc qui est une banque internationale de haut niveau, qui gère des fonds extrêmement importants, vous voyez que les montants en cause, on parle là de fraude à 100 millions de dollars, avec une équipe extrêmement modeste à l'origine de la maîtrise technique de ce moyen de piratage. Les militaires ont l'habitude de parler de conflits asymétriques. Asymétrique, c'est quand vous avez des acteurs qui ne sont pas de même nature juridique. Une entreprise peut éventuellement attaquer un collectif, une association, un État peut attaquer une entreprise, des individus peuvent attaquer un État ou une entreprise. Vous voyez, ce ne sont pas, par exemple, dans la guerre conventionnelle, où un État attaque un autre État, ou dans la concurrence économique, quand une entreprise attaque une autre entreprise. Là, on est vraiment dans la logique asymétrique, où des individus isolés peuvent vraiment s'attaquer à des instances, des institutions qui sont dotées de ressources et de moyens sans commune mesure avec la petitesse de leurs ressources. Et donc, effectivement, les banques sont détentrices d'argent et détentrices de données personnelles. Ça explique aussi pourquoi elles font l'objet de piratage conséquent, parce que, effectivement, en plus, elles utilisent, par secteur professionnel, les mêmes logiciels. Pourquoi? Parce qu'un éditeur de logiciels qui a vendu des systèmes à une banque, en général, si une banque a choisi cette technologie, une autre banque va être amenée à l'utiliser également, parce qu'elle doit rendre le service, la performance, le coût qui permettent d'exercer le métier de banquier. Et donc ce qui fait que le pirate, une fois qu'il a trouvé un moyen, va être tenté de l'industrialiser, de passer à une phase de généralisation de son offre, de manière à augmenter et accroître son bien. Cette question de la sécurité, elle devient de plus en plus préoccupante, parce que, j'évoquais le cas d'un industriel de l'agroalimentaire, d'un constructeur aéronautique. En fait, la logique même du capitalisme, qu'est-ce que c'est avec la logique boursière? C'est de dire, je vais voir des actionnaires, je vais en bourse, et je vais vendre un projet à des actionnaires en leur disant, investissez dans mon entreprise, parce qu'elle va permettre d'obtenir tel et tel gain, telle et telle conquête de marché, telle et telle performance. Le problème, c'est qu'on va demander de l'argent à des actionnaires pour que cet argent soit investi notamment dans la recherche, dans le développement. Simplement, si cet argent investi, qui permet d'obtenir des résultats, si ces résultats peuvent être captés par quelqu'un qui, lui, n'aura pas dépensé cet argent au préalable, à quoi bon dépenser cet argent? Quelle est la valeur d'une entreprise? Avant, on disait, mais elle a investi en connaissances, elle va avoir un leadership puisqu'elle bénéficie de cette avance technologique sur ses concurrents, et donc ça va assurer sa prospérité future.
Ça, c'était le raisonnement classique d'un monde physique et totalement maîtrisé. Dans une logique où cette information peut faire l'objet d'une captation, et donc de retrouver un nouvel équilibre de la concurrence, les gens qui vont être amenés à investir dans les entreprises vont se dire « mais pouvez-vous me garantir que tout ce que j'investis ne va pas être récupéré par un tiers? Est-ce que vous pouvez me garantir que votre savoir-faire, votre matière grise est protégée ?» Et c'est là où vous voyez, je prends l'exemple de ces deux acteurs importants de l'économie qui sont les agences de notation. Une agence de notation, c'est une entreprise dont le travail est de mettre une note sur la crédibilité, la solvabilité, la durabilité d'une entreprise ou d'un État, d'ailleurs, puisque ça note également. Et cette note va influencer les investisseurs parce que c'est sa capacité à résister à des nouvelles concurrences, sa capacité à créer de la valeur. Et donc cette note est très importante pour orienter des investissements de la part de marchés financiers. Et que disent deux des trois grandes agences mondiales de notation financière, Moody's et Standard & Poor's? Elles disent « je ne peux pas évaluer la robustesse, la solidité et donc l'avenir d'une entreprise dont je ne sais pas si ses actifs sont bien protégés. » Parce qu'on me dit qu'elle a un savoir-faire et des éléments qui font la différence. Si effectivement ce n'est pas sécurisé de manière satisfaisante, moi je vais être tenté de modérer la note que je vais leur attribuer. Et donc on voit bien que ce n'est pas tout d'avoir une connaissance. Est-ce que vous êtes capable d'en assurer l'intégrité? Est-ce que vous pouvez être mis en difficulté et vos systèmes peuvent être mis hors d'état de fonctionner? Et pas plus loin que, justement, dans cette même logique, le G7, dans le secteur financier, qui est donc une industrie qui est éminemment numérisée. Ce ne sont pas comme des entreprises industrielles où vous avez des entrepôts où sont stockées des matières premières, des produits finis qui permettent de constituer un actif. Là, on est dans une économie qui est dématérialisée. Et donc, le G7, instance intergouvernementale, politique, stratégique, se dit, mais oui, effectivement, dans nos économies développées de l'économie du G7, du G8, nous avons là un des éléments de notre avenir ou de notre difficulté à voir notre modèle perdurer. Donc, on va vers un système qui va essayer, puisqu'il faut avoir une logique de vérité, qui est de dire il va falloir tester la robustesse, un peu comme quand on fait, vous savez, dans des exercices d'incendie. À un moment, on dit on va sonner l'alarme, et puis il faut voir combien de temps vous mettez à sortir du bâtiment. Est-ce que tout le monde sort? Est-ce que tout le monde sait où est la porte? Comment on fait en cas de crise? Et l'Union européenne a fait la même chose en disant, mais en fait, on va demander aux banques, mais alors on pourrait le faire dans d'autres secteurs d'activité, simplement je suis en Andorre, donc je parle banque un peu, l'idée étant de se dire, vous voyez bien que si vous n'avez pas fait ces exercices de crise, comment réagirez-vous le jour où effectivement vous aurez un doute quant à l'intégrité de vos systèmes? Et donc ça devient un des éléments de dire il faut pouvoir justifier que vous êtes capable de continuer votre activité, qui peut s'arrêter ou être altérée à tout moment, et par des gens qui ne sont pas forcément vos concurrents, mais qui peuvent être des individus isolés, des activistes ou même des organisations criminelles. Parce que quand je parlais d'individus isolés, prenons l'exemple, je vous ai expliqué ce qu'était le déni de service, de lycéens israéliens qui allaient au lycée la journée, avaient mis en place un outil, vous payez un abonnement maximum de $200 par mois, et avec ça, vous pouviez bloquer, par le système de déni de service que j'évoquais tout à l'heure, la plupart des sites Internet, que vous pouviez soit embêter, soit éventuellement faire chanter en échange du retour à la normale de leur disponibilité. Ce sont deux lycéens. Ils avaient automatisé le process, ils allaient à l'école,
Et effectivement, ils n'étaient pas liés à des mafias, ils n'étaient pas dotés de ressources financières conséquentes. Ils avaient mis en place un système automatisé qui permettait de faire appel à leurs services de manière totalement automatique. Et donc vous voyez que ces deux lycéens, effectivement, ont vu la rentabilité, la performance, le gain, et, il faut bien le dire, une relative, pensait-il, relative impunité. Vous voyez, j'ai fait l'exemple, alors je l'ai fait en français, mais rassurez-vous, ça marche certainement aussi en catalan. Vous allez sur un moteur de recherche, et j'ai commencé à écrire comment pire, vous voyez, je me suis arrêté, et là vous avez la fonction qui est très intéressante, qui s'appelle la fonction Google Suggest. Qu'est-ce que c'est Google Suggest? Ça veut dire deux choses. C'est que moi je me crois original en commençant à chercher comment pire pour comment pirater. Google me dit, t'es gentil, mais il y a plein de gens qui cherchent ça. Et d'ailleurs, quand ils commencent à écrire comment pire, en général, voilà ce qui les intéresse. Comment pirater un compte Facebook, comment pirater un compte Instagram, comment pirater un téléphone, comment pirater un compte Skype, comment pirater... Je vous fais la liste. D'ailleurs, si vous aviez la liste complète, vous pouvez même pirater un compte Gmail. Donc vous voyez que Google vous propose l'outillage pour pirater son propre système. Ça veut dire deux choses. Première chose, vous voyez que c'est écrit, alors là je l'ai pris en français, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est écrit en français. Parce qu'à chaque fois, vous savez, on parle des mafias chinoises, russes, etc. Bon, manifestement, il y a des francophones qui s'intéressent à la prise en main de ces outils. Deuxième chose, donc je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas l'apanage d'un pays, d'une culture, d'un régime ou autre. Deuxième chose, vous voyez qu'on ne parle pas technique. On ne parle pas je veux récupérer le logiciel XB22. Non, moi je veux pirater un compte Facebook. Comment le mode opératoire est moins important. C'est l'idée, et c'est là quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de barrière technique. Vous, ce que vous voulez, c'est pirater un compte. Et donc vous voyez que, évidemment, vous allez pouvoir cliquer sur des liens qui vont vous proposer ce type de prestation. Et donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a une vraie demande et que ce n'est pas forcément là non plus l'apanage d'organisations criminelles. Je prends l'exemple, parce qu'il faut être concret. Ça, c'est un... Vous savez que souvent, vous pouvez utiliser les sites de vidéos, de partage de vidéos, pour vous voulez savoir comment faire une tarte aux pommes, vous voulez savoir faire comment un gâteau au chocolat, comment faire un nœud papillon. Enfin, vous pouvez avoir plein de vidéos de tutoriels. Eh bien, dans la même logique, vous avez des tutoriels sur I will teach you how to DDoS. Donc, je vais vous apprendre comment faire un déni de service. Et ça, alors a priori, c'est juste à titre indicatif. Ce n'est pas une recommandation, bien évidemment. Mais c'est vrai que globalement, ça peut coûter pour arriver à un blocage d'un site internet une vingtaine de dollars par heure. Vous voyez, on est quand même, quand je dis que ça ne demande pas la mobilisation de ressources, et vous avez une vidéo avec des commentaires et où les gens peuvent, si vous n'avez pas compris, avoir des explications supplémentaires de manière à enfin arriver à paralyser le site internet qui vous intéresse. Et on est là dans une... Alors évidemment, je ne connais pas bien le code pénal andorran, mais on est bien d'accord que dans la majorité des législations, cette activité est illicite. Simplement, vous voyez qu'elle est, disons, facilement accessible. Prenons l'exemple, vous voyez, de ce type d'offre, vous allez avoir une offre par mois, le prestataire vous détaille la nature de l'offre, en fait, c'est l'intensité de l'attaque qu'il peut faire sur le site que vous souhaitez saturer, rendre inaccessible. Et vous voyez, on vous met en gros le prix, on vous rassure en disant qu'il y a un système d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il vous suffit juste de cliquer sur Order Now et de mettre le nom du site que vous souhaitez pirater. Enfin, en tout cas, rendre indisponible. On est dans quelque chose qui a été fait avec une vraie culture et une vraie logique de service et de consommation. On va être très clair en termes libéraux, cette offre existe parce qu'il y a une demande. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. On est très très clair là-dessus. Juste pour finir sur la manière dont on peut concevoir désormais un moyen de riposte, un moyen de réponse,
Vous connaissez sans doute la fameuse pyramide de Maslow, vous savez, sur les besoins primaires, les besoins qui sont de moins en moins nécessaires ou qui relèvent du domaine du luxe. Si on reprend cette logique de pyramide de Maslow, il va être nécessaire, quand on va vouloir concevoir des stratégies de riposte, ou en tout cas de sécurisation, de se dire, voilà, je suis obligé dans les besoins basiques de faire en sorte qu'il y ait, et nous y participons ce soir, une culture de la sécurité qui se développe, qui soit quelque chose de conscient, qui soit quelque chose d'identifié dans les préoccupations des gens, d'avoir, deuxièmement, cette fameuse logique que j'évoquais périmétrique. Quelle est la nature de la maison? Je ferai juste une rapide analogie avec une maison de manière à être totalement compréhensible, juste pour conclure. Et le fait que je vais entraîner des gens dont le métier va être d'essayer de rentrer dans la maison, avec l'accord des propriétaires, mais de manière à tester, vous avez fermé les volets, mais je veux quand même être sûr que ça peut fonctionner. Et ensuite de faire, là aussi, de la R&D, avoir la question de la réflexion sur comment on peut essayer d'avoir un peu d'avance pour comprendre les modes d'attaque, exactement comme le font les chimistes avec des virus, les isoler dans on parle de bac à sable, de manière à concevoir un environnement qui est proche des organisations dans lesquelles ils sont censés prospérer et s'épanouir, et les étudier. Prenons l'exemple d'ailleurs de virus qui, selon les hémisphères, nord, sud, vont réagir différemment. Le pirate l'a conçu pour qu'il connaisse des évolutions différentes selon les pays ou les systèmes dans lesquels il est présent. En fait, pour résumer le propos, c'est un peu comme quand vous avez votre maison, vous faites la même chose quand vous allez décider, même s'il fait toujours beau en Andorre, mais à un moment, quand vous sortez votre salon de jardin, à un moment, vous allez dire, voilà, ce salon de jardin, il a une certaine valeur. Simplement, si je veux pouvoir l'utiliser le soir quand je rentre à la maison, je vais le laisser dehors. Il n'y a qu'une petite barrière qui protège de l'extérieur. Simplement, je fais un arbitrage entre la valeur du salon, le plaisir que j'ai à l'utiliser, l'embêtement que ce serait de le ranger tous les soirs à l'intérieur de la maison, et j'accepte peut-être qu'à un moment de l'année, alors je sais pas, disons en novembre, je vais le rentrer parce que là je sais que je ne l'utiliserai plus avant le printemps. Et donc vous faites en fait une politique de gestion des risques. C'est exactement la même chose. De la même manière, vous allez dire, il y a des objets, je vais les rentrer systématiquement dans la maison parce qu'ils ont de la valeur. Il y en a d'autres que vous allez peut-être mettre dans le coffre à l'intérieur de la maison, parce que vous considérez qu'ils ont besoin de la protection de la barrière, de la porte d'entrée, mais également du coffre à l'intérieur de la maison. Et enfin, pour un certain nombre d'autres objets, vous allez dire non, je les mets à la banque et j'accepte de ne pas en disposer aussi facilement et d'aller à la banque. Et donc vous allez faire une cartographie et une hiérarchisation de ce qui vous est essentiel à protéger. Et dans le numérique, il ne s'agit pas de dire je m'enferme et je ne communique pas et je n'utilise plus ces outils. C'est juste de se dire, un peu comme le mobilier de jardin, c'est un peu hâtif comme analogie, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Qu'est-ce que je tiens absolument à conserver? Et qu'est-ce que je suis prêt à partager dès lors que ça me rapporte? Ça me rapporte de la reconnaissance sociale, ça me rapporte éventuellement des informations si telle ou telle entreprise collecte ces données et m'apporte une information qui m'intéresse, qui m'est utile. Et donc il va falloir que chacun se pose la question par rapport à sa production d'informations et à sa gestion de l'information de quelle est la valeur que je lui accorde et qu'est-ce que je suis prêt, à quoi je suis prêt à renoncer pour qu'elle soit utilisée plus largement sur les réseaux et justement via les outils numériques. Voilà, donc le but de cet échange, enfin de cette discussion, c'est surtout de se dire qu'il faut faire des transpositions avec le monde physique, on n'est pas si différent avec le monde numérique, la seule chose c'est que ça va changer les distances, les coûts, les moyens de subir éventuellement des dégâts, et donc il faut à un moment, même si on n'est pas un technicien, même si on n'est pas un ingénieur, mais se poser la question de se dire qu'est-ce que je ne veux pas sacrifier en termes d'information, de mise à disposition auprès du public ou auprès d'autres entreprises, et donc d'avoir cette vraie réflexion stratégique sur ce qui est important pour moi et la protection que je veux lui conférer. Je vous remercie.